Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24 si vous nous rejoignez. Le journal de l'Afrique, c'est tout de suite et on commence avec les titres de cette édition. La République démocratique du Congo toujours en proie à des violences et ce malgré la rencontre mardi entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, les groupes armés de l'AFC M23 ont pris le contrôle d'une nouvelle ville dans le Nord Kivu, Walikale. Le M23 a annoncé tout à l'heure être en faveur d'un cessez-le-feu. Une proposition qui va à l'encontre de ce qu'avait décidé Macky Sall. Au Sénégal, le parti au pouvoir, le PASTEF, veut revenir sur la loi d'amnistie qui concerne les violences commises lors des manifestations politiques entre 2021 et 2024. Une proposition de loi a été soumise en commission aujourd'hui. Et puis en fin de journal, vous découvrirez l'histoire de cette radio qui a changé la vie de tant d'habitants à Madagascar, en particulier des paysans. La radio Fivarwana a permis de réduire drastiquement le nombre d'attaques dont ils étaient victimes. Et certains ont même réussi à s'enrichir grâce aux conseils dévoilés à l'antenne. Reportage à suivre de Gaël Borgia. On commence par faire un point sur la situation dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo. L'Alliance Fleuve Congo et le groupe M23 ont pris le contrôle de Walikale, une localité située à 400 km à l'est de Kisangani. Ces attaques surviennent alors même que le M23 se dit aujourd'hui en faveur d'un cessez-le-feu et que les présidents congolais et rwandais se sont rencontrés mardi à Doha. On va écouter les précisions de notre correspondante à Kinshasa, Aurélie Bazara-Kibangula. Des tirs d'artillerie ont été signalés ce vendredi à Walikale selon plusieurs témoins que nous avons contactés. Alors ces témoins rapportent que des avions de chasse des forces congolaises ont bombardé la zone. L'AFC M23 appuyé par des troupes rwandaises sont entrés mercredi dans la localité après de violents affrontements. La base de Médecins sans frontières a été prise entre des tirs croisés. Le personnel est sain et sauf et se dit prêt à accueillir les blessés. Alors avant l'arrivée de l'AFC M23 et des troupes rwandaises, de nombreux habitants ont fui pour se réfugier dans les localités voisines, mais les humanitaires s'inquiètent quand même d'un afflux de blessés. Ces affrontements ont éclaté au lendemain de la rencontre entre les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Doha, au Qatar. Une rencontre inattendue où un cessez-le-feu avait pourtant été évoqué. Alors dans une vidéo, le porte-parole de l'armée de la zone, le colonel Guillaume Djiki, indique que cette nouvelle avancée du M23 prouve l'intérêt du groupe armé pour les minerais. Walikale est un territoire minier considéré comme le plus riche de tout le Kivu. C'est peut-être un tournant dans cette guerre que se livrent l'armée et les forces de soutien rapide au Soudan. Les militaires soudanais ont repris le contrôle du palais présidentiel à Khartoum, un bâtiment qui était aux mains des FSR depuis le début du conflit, il y a 2 ans. L'armée a également annoncé avoir repris le contrôle de plusieurs ministères. Les détails avec Jean Barrère. Ils entrent triomphants dans le palais présidentiel à Khartoum. Ces soldats de l'armée soudanaise annoncent avoir repris le contrôle du bâtiment, symbole du pouvoir. Les paramilitaires des FSR, les forces de soutien rapide, le contrôlaient depuis 2 ans et le début de la guerre. À l'intérieur, le sol est jonché de débris. Vu de l'extérieur, les dégâts sont encore plus importants et témoignent d'âpres combats. Depuis quelques jours, l'armée avait regagné du terrain dans la capitale. Le vendredi 21 mars 2025, nos forces ont été couronnées de succès à Khartoum, où elles ont pu écraser les terroristes de la milice Daglo dans les zones du centre de Khartoum, le marché arabe, les bâtiments du palais présidentiel, symbole de la souveraineté, de la fierté et de la dignité du peuple soudanais. Peu après la recapture du bâtiment, des journalistes de la télévision publique ont été tués par une frappe de drone à proximité du palais présidentiel. Frappe attribuée au FSR qui ne s'annonce pas vaincu. Elles font état de dizaines de morts et déclarent que la bataille pour le palais présidentiel n'est pas terminée. Depuis l'intensification des combats dans la capitale, l'ONU a dénoncé des bombardements sur des civils de la part des 2 camps, mais aussi des exécutions sommaires des FSR. C'est à Khartoum que la guerre entre l'armée et les paramilitaires a débuté en avril 2023. Elle a conduit à la mort de dizaines de milliers de personnes et à l'exode de millions de Soudanais.
Justice et vérité concernant les manifestations politiques entre 2021 et 2024. C'est ce que recherchent de nombreux Sénégalais qui espèrent l'abrogation de la loi d'amnistie votée sous la présidence de Macky Sall. Aujourd'hui, les députés du PASTEF, le parti au pouvoir, ont soumis une proposition de loi qui vise à permettre un jugement pour différents crimes commis au cours de cette période. Les précisions de notre correspondant à Dakar, Eliman Dao. Cette loi d'interprétation vise, selon les députés de la majorité, à mieux clarifier la loi d'amnistie votée début mars 2024. Les cas de meurtre et de torture, par exemple, seront ainsi hors du champ d'application de la loi d'amnistie. Celle-ci ne sera donc pas abrogée, mais réinterprétée. Un procédé qui, selon les députés du PASTEF, le parti au pouvoir, va permettre de rendre justice aux victimes des manifestations politiques entre 2021 et 2024. C'est une question, j'allais dire, même de responsabilité pour le gouvernement actuel de clarifier ce qui s'est passé. Rappelons-nous, il y a eu des morts, des jeunes à la fleur de l'âge qui ont été assassinés froidement. Que ceux qui ont été responsables de ces crimes-là soient présentés devant la justice et qu'ils répondent de leurs actes. Selon l'opposition, les députés de la majorité veulent protéger les militants du PASTEF, le parti au pouvoir. Là, ils introduisent une interprétation qui vient soustraire les uns, les leurs, et incriminer d'autres, certainement les forces de défense et de sécurité, ainsi que, éventuellement, d'autres du camp adverse. C'est ça qui est totalement inacceptable. C'est une justice partiale, à deux vitesses. Après son passage en commission ce vendredi, cette loi d'interprétation de la loi d'amnistie sera discutée en plénière le 2 avril. Où s'arrêteront les suspensions de partis en Guinée? En seulement quelques mois, une cinquantaine de partis politiques ont disparu sur décision des autorités. Tout à l'heure, face à la presse, le porte-parole du gouvernement de transition s'est justifié, assurant qu'il s'agissait là d'assainir l'environnement politique. Les précisions de notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. Selon le porte-parole du gouvernement de transition, Ousmane Gawal Diallo, cette campagne d'évaluation des partis politiques est loin d'être une chasse aux sorcières ou une élimination de potentiels candidats aux prochaines élections dans le pays. Pour lui, il s'agit du respect des lois de la République qui régissent le fonctionnement des formations politiques. Par la même occasion, Ousmane Gawal Diallo appelle les acteurs sociopolitiques à plus de responsabilités dans leur prise de parole. Si vous voulez participer à des élections dans le pays en tant que parti politique, vous vous soumettez aux règles du pays. Sinon, ce n'est pas possible. Donc ça, s'ils ne respectent pas les règles et les exigences de l'administration du territoire, ça peut aller jusqu'à la dissolution. La dissolution, c'est simplement un retrait de leur agrément, c'est tout. Chacun doit faire attention aux propos qu'il tient parce que cela peut détruire une nation en construction. Et nous les invitons à cela. Cela ne devait pas dire qu'ils doivent se taire. Lorsqu'ils estiment que la critique est nécessaire, elle doit se dire. Mais la critique, c'est une chose. Le discrédit et la diffamation sont une autre. Avant le coup d'État militaire en 2021, la Guinée comptait 350 partis politiques. Et depuis ces évaluations des autorités de transition, il n'en reste que 130. Et parmi eux, beaucoup sont encore sous menace de dissolution. On va maintenant évoquer ces tensions entre Niamey et Pékin. La semaine dernière, les autorités nigériennes décidaient d'expulser 3 dirigeants de sociétés pétrolières chinoises. Une décision qui avait tendu les relations entre le Niger et la Chine. Aujourd'hui, en conférence de presse, le ministre nigérien du pétrole s'est montré moins offensif envers les entreprises pétrolières. Les précisions de notre correspondant dans la région, Harold Girard. C'est d'abord un conseil des ministres mercredi, puis un point presse jeudi qui ont été la tribune des officiels nigériens qui souhaitent réajuster et non rompre leurs relations avec les investisseurs chinois dans le pétrole nigérien. La Soraz, la CNPC ou encore WAPCO conservent leur titre d'interlocuteur et de coopérant économique privilégié au Niger. Les autorités militaires nigériennes disent vouloir pour les employés du secteur de meilleurs salaires.
Certains, issus de la frange la plus dure du pouvoir à Niamey, affirment qu'une uniformisation des grilles de rémunération dans ces entreprises, comme le règlement au moins partiel d'arriérés fiscaux de certaines d'entre elles, sont des points indispensables pour la reprise de relations saines, de partenariat entre l'État nigérien et ces sociétés chinoises qui investissent au Niger depuis plusieurs années maintenant. Je tiens à rassurer nos compatriotes qu'il n'y a ni acharnement, ni animosité contre nos partenaires chinois. Nous avons des intérêts communs, nous sommes complémentaires, nous ne sommes pas satisfaits de la façon dont la richesse est partagée et répartie entre l'État du Niger et notre partenaire. Depuis le coup d'État de juillet 2023 et la prise de pouvoir des autorités militaires à Niamey, les dirigeants de ces entreprises pétrolières chinoises présentes au Niger ne se sont jamais exprimés publiquement sur les difficultés qu'elles auraient pu rencontrer lors des coopérations avec justement ces nouvelles autorités. La Chine reste tout de même au Niger le premier partenaire commercial, comme sur le reste du continent. On part maintenant du côté de Madagascar où une radio de proximité a bouleversé la vie de nombreux paysans, souvent victimes de vols de bétail ou encore de cambriolage. Eh bien, les attaques ont considérablement diminué depuis que la radio Fivoirana diffuse un système d'alerte en direct. Grâce à Fivoirana, des auditeurs ont aussi pu sortir de la pauvreté. Vous allez découvrir pourquoi dans ce reportage réalisé par notre correspondante Gaëlle Borgia. Radio Fivoirana. Jean-Cri connaît ce slogan par cœur. Dans ce village de quelques centaines d'habitants, la radio Fivoirana est devenue en 4 ans la première source d'information. Le média s'est transformé en redoutable système d'alerte communautaire en cas d'attaque de Dahal, ces bandits de grand chemin qui pillent les villages et défient les forces de l'ordre. Il y a 2 ans, une cinquantaine de Dahal a incendié sa maison pour le kidnapper. Sa femme est morte asphyxiée. Mais depuis l'arrivée de la radio, les auditeurs peuvent appeler jour et nuit en cas d'attaque. L'insécurité s'est fortement calmée. Grâce à la radio, la communauté se mobilise s'il y a une attaque. Quand les villageois entendent les alertes diffusées, ils sortent de chez eux pour prêter main forte. Ça nous réconforte et nous donne du courage face aux dangers. Le village doit cette révolution à cet homme, Antoine Radzerson. Ingénieur agronome de 40 ans, il a investi ses économies dans ce petit studio. Quelques mètres carrés et un peu d'ingéniosité ont suffi à changer des vies. Élevage, calendriers culturaux, Antoine diffuse des conseils et formations agricoles. La radio est le moyen de développement le plus rapide, car l'une des entraves à l'évolution des zones rurales est le manque d'informations dans ces zones. Ce qui veut dire que la radio est la meilleure solution qu'on ait trouvée pour aider les agriculteurs à se développer. Depuis l'arrivée de la radio, la vie de Linte et de la cinquantaine de femmes de son association n'est plus la même. Grâce au conseil d'Antoine, elle a commencé à cultiver ces piments dits bec d'oiseau dont elle ignorait l'existence. Très demandée, l'épice lui a permis de doubler ses revenus en 1 an. Auparavant, on cultivait mais on n'avait pas de débouchés. On vendait nos produits au marché où les prix étaient très bas. Il n'y avait pas de développement. Avec la radio, notre situation s'est améliorée. On a même pu acheter une télévision. Un changement rapide et visible qui a propulsé ce nouveau venu en tête des législatives l'an dernier avec 77% des voix. Le jeune député croit en l'outil radiophonique pour lutter contre les manipulations électorales des partis traditionnels. Dans une commune, il y a eu une distribution de cadeaux électoraux durant la campagne des législatives. Des paréos, des t-shirts, etc. Mais la population les a renvoyés dans les camions parce qu'ils ont entendu que cela ne se faisait pas. Et ils ont compris que c'était une forme de corruption électorale. Ces initiatives lui ont valu plusieurs menaces de mort et tentatives de fermeture de sa radio, qui rassemble pourtant chaque jour au moins 2 millions d'auditeurs. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouverez dans quelques minutes Marion Gaudin pour la suite de l'Essentiel.